Coconut Podcast, saison 5, présenté par le groupe Quartier, avec votre animateur, Alain Joe. Messieurs, dames, notre deuxième invité, il se passe de présentation, j'allais dire à Montréal, mais même en Haïti. Écoutez, il est producteur, homme de son, je le dirais ainsi, et également professeur à l'Institut Trébasse. Il est chanteur à ses heures, ceux qui sortaient dans les boîtes de nuit dans les années 2000 avec le band Caribé, Mélodie. Vous avez sûrement eu la chance de le voir derrière le keyboard, pour le dire en anglais, le synthétiseur. C'est avec une immense joie, et j'ai oublié de le dire, il produit pas mal de sons pour Coconut Podcast. Il fait les Vox Pop avec Coconut Podcast. Je vous dis, il est partout à Montréal, mais partout en Haïti également. Il connaît tout le monde, il connaît tout le monde. C'est avec une grande joie que nous recevons à Coconut Podcast, je dis bien, professeur Ishmael Meuse, messieurs, dames. Merci, Alain. Ishmael, wow! Le fait d'avoir un Coconut Podcast, mais pas derrière la caméra, mais vraiment pour tout ce que tu fais, là, c'est incroyable. Comment ça va? Ça va bien. On va commencer par saluer tout le monde qui nous écoute. Saluer Coconut Podcast. Comme tu dis, c'est une première d'être devant la caméra à la place d'être dans le back-end des choses. Ça fait plaisir. On est content d'être là avec toi. Superbe, superbe. Écoute, la question qu'on pose aujourd'hui, qui est à l'ordre du jour, Haïti, trajectoire tragique, à quand le correctif politique? Toi, tu connais Haïti, tu y as vécu, tu viens d'une des plus grandes familles, du moins tu portes le nom de famille de gens qui sont considérés comme des gens impliqués, des bâtisseurs, chefs de file dans certains domaines, industrie. Ça dépend des points de vue aussi. Des fois, c'est... Ben, il faut le présenter comme ça. Après, s'il y a des preuves qui amènent dans d'autres avenues, bon, là, on laisse la justice faire son cours. Mais en Haïti, comme disait Étienne Côté-Paluc, la justice, bon, reste à travailler davantage. Ishmael Meuse, le fait que tu sois au Canada ces dernières années et que tu vois Haïti sombrer. En 2015, tu accueillais des délégations de Québécois à Jacmel. Tu les faisais visiter. Je faisais partie de ces délégations. 7 ans après, tu vois ton pays, le pays de tes parents, sombrer. Quelle est ta réaction, monsieur le professeur? Bon, alors, nullement comme connaisseur ou comme personne qui en sait plus que d'autres. Mais en tant qu'Haïtien, j'ai grandi en Haïti. Je suis né à Montréal, en passant, pour ceux qui ne savent pas. Mais j'ai grandi, c'est-à-dire que j'ai eu un peu un scénario différent de ce qu'on a typiquement, où est-ce qu'on est en Haïti, on vient au Canada, etc. J'ai eu la chance d'être un peu dans un circuit un peu différent, où est-ce que ma langue maternelle, c'est le créole, je parle de langue créole à mes parents, etc. Donc, Haïti, trajectoire tragique. Et je pense que c'est facilement explicable avec le taux d'impunité avant tout. Et tu as dit, on laisse la justice faire son travail, mais je pense qu'il faut forcer la justice à faire son travail, puisque c'est vraiment ça, je pense, la base de notre problème. C'est l'impunité, c'est le fait que Haïti, c'est la terre où est-ce que tout le monde peut se permettre de faire ce qu'ils veulent sans avoir de tape sérieuse. C'est-à-dire que c'est vraiment le pays de l'impunité. Et j'ai eu la chance de travailler, de faire ce genre de travail que je fais, donc de traîner un peu dans toutes les classes sociales et dans ces différents milieux. Donc, je pense que c'est facilement explicable maintenant comment en revenir
Et Ben toi, ce qui est intéressant, tu étais à Montréal, tu as fait tes études, et à un certain moment, tu vas voir l'appel d'Haïti. D'ailleurs, tu as participé dans ce court-métrage de Will Prosper, qui fait allusion de gens ayant vécu au Canada, de Canadiens, ayant eu cet appel pour Haïti. Étienne Côté-Paluc aussi a sûrement eu cet appel à un certain moment. Euh, une fois que tu arrives là-bas, tu vas vraiment t'impliquer pour changer les choses. Tu vas devenir professeur à la Audio Institute. Ça, c'est à Jacmel, c'est une école phare dans toutes les Caraïbes. Toi, c'était ta manière de t'impliquer, car on sait que tu es très ferré dans tout ce qui est sonorité, le son, hein, on en a parlé dans l'introduction. Est-ce que c'était la seule manière pour toi de vraiment participer à ce changement? Et pourquoi tu as décidé de faire ce retour en Haïti et par la suite de devoir requitter encore pour revenir au Québec? dans un premier temps, je pense que c'est assez difficile de s'installer ici au Canada ou en terre étrangère, en Amérique du Nord, dans tous ces bastions où est-ce que nous, les Haïtiens immigrons. Je pense que le fait que ce soit difficile, le fait que personne se donne cette mission de revenir pour remettre, j'en ai un peu fait mon devoir aussi. Quand on arrive ici à Montréal et qu'on est haïtien, on se trouve un emploi, on bâtit une carrière, on a une hypothèque de 25-35 ans et on a les deux pieds liés ici à Montréal, au Canada ou partout dans tout autre système où est-ce qu'on se sera établi. Je pense que consciemment et se mettre en position pour pouvoir, c'est-à-dire que c'est pas donné à tout le monde de prendre la famille, les enfants, la femme et les rapatrier en Haïti pour les installer dans un endroit qui est insécuritaire, pas d'eau courant, etc. Et on connaît les problèmes d'Haïti sans en faire une liste. Ouais. Donc, je pense que consciemment, même en venant à Montréal, c'est-à-dire que je suis un patriote, je pense que c'est une qualité à avoir pour toutes les personnes qui voudront changer Haïti. C'est intéressant comment tu le dis, parce qu'on sent de la manière que tu le dis, direct, Étienne Côté-Paluc, il est impliqué dans ce terme que tu dis, patriote. Alors, Ça, c'est... J'aimerais t'entendre réagir là-dessus, Étienne. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir nos vrais amis, distinguer nos vrais amis de nos faux amis. Tout le monde n'est pas là pour les mêmes causes, c'est-à-dire que on peut aussi être très hypocrite et jouer au super-héros. Je vais en Haïti apporter la lumière au petit noir qui ne sait pas, et ce qui n'est pas toujours une réalité, c'est-à-dire qu'il faut, oui, vouloir échanger, il faut accepter cette mentalité à laquelle on fait face, il faut comprendre, sans être le porteur de flambeau qui vient avec la solution. C'est-à-dire, trop de fois, des ONG jouent aux super-héros, au Tarzan ou à en Haïti, leur fixer ça avec des gros budgets pour avoir des impacts très petits ou insignifiants. Souvent, c'est de l'argent qui ne revient pas dans l'économie haïtienne. C'est-à-dire que si on commande des maisons au Canada pour les amener en Haïti, pour les monter en Haïti, qui sont toutes préconstruites au Canada, c'est chouette à un moment, mais cet argent-là reste dans l'économie canadienne. C'est pas de l'argent qui entre. Donc, si on dit qu'on aide Haïti pour 3 milliards, puis qu'il y en a 2 là-dedans, c'est de l'argent qui revient dans l'économie canadienne, mais en fait, c'est des subventions canadiennes qui sont là pour aider Haïti, oui, certes, dans certains égards, mais donc l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc, si on arrive, puis on n'est pas prêt en Haïti, puis on n'est pas prêt à une ouverture, puis à apprendre, puis à s'ouvrir à des conceptions différentes de la société, de la vie, on va être cuit à un moment donné. On va arriver à un point qu'on ne sera pas capable d'avancer, puis on va être bloqué. Mais il faut garder cette ouverture-là. Super, parce que tu as parlé de patriotisme. Et là, j'ai envoyé la balle chez Étienne, parce que ça nous amène à une thématique encore plus grande, l'identité haïtienne et toute cette question de qui est citoyen haïtien. On parle de nationalité haïtienne, on ne parle pas de citoyenneté haïtienne.
Il y a quand même et est-ce que le nation building a été fait? Est-ce qu'on a vraiment pris le temps de construire cette nation haïtienne? Étienne Côté-Paluc, avec ton regard de Québécois canadien, tu as fait sciences politiques, on apprend ces notions de nation building via la monnaie, la langue, la religion, la culture. Est-ce que tu penses que ça vraiment, la sauce, elle a bien pris, là, je veux dire? Bien, c'est probablement un des échecs de la communauté nationale depuis 86. C'est ce problème d'accompagnement de la nation haïtienne vers quelque chose de plus fonctionnel, en tout cas d'un point de vue démocratique. C'est toutes ces années qu'il y a eu la MINUSTA, les forces onusiennes et tout ça, qu'on disait qu'on faisait des formations, qu'on était là pour accompagner la police haïtienne pendant 15, 20, 30 ans. Et là, du moment 2-3 ans après qu'ils soient partis, on voit les problèmes dans lesquels ils sont. Donc, c'est sûr qu'il y a cette responsabilité-là aussi là, qu'il faut garder en tête. Mais les gens en Haïti, ils sont très fiers d'être haïtiens, ils sont très fiers de cette indépendance haïtienne-là, au sens large, son indépendance historique, mais l'indépendance des nouveaux arrivants? Mais on est très bien accueillis. Oui? Okay. C'est des gens très ouverts à l'étranger. Ils veulent en apprendre plus. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui ne peuvent pas voyager, donc ils sont bien contents de croiser des étrangers, puis de pouvoir parler des autres pays, puis de comprendre comment ça fonctionne. C'est rare que... je ne dis pas que ça arrive jamais, mais c'est rare qu'il y ait une réticence par rapport au fait que je sois étranger. Il peut y avoir des questionnements, mais une réticence comme telle, c'est sûr que je n'irai pas à des endroits... désœuvrés totalement. Non, mais je peux aller dans des endroits pauvres, mais des endroits où il y a des problèmes en ce moment d'insécurité très graves, peut-être, là, des groupes armés ou autres, mais sinon, c'est très accueillant. Ishmael, intéressant ta réponse et ta perspective, Étienne. Ishmael, tu me vois venir assurément. Tu as parlé de patriotisme. Il n'y a pas plus patriote que ton papa, Ronald Meuse, grand artiste qui expose même au Louvre, pour ne donner que cette anecdote. Il n'y a pas plus patriote, pour tous ceux qui te connaissent, là, à Montréal, au Québec, dans l'haïtianité mondiale, qu'Ishmael Meuse. Mais quand tu es en Haïti, dans la diaspora, des fois, on entend parler un peu cette différenciation que certains essaient de faire, haïtien blanc, haïtien noir. C'est comme il y a deux types d'haïtiens. Et toi, tu es considéré blanc en Haïti, et d'autant plus tu portes un nom de famille européen, avec des racines juives, quand même. Quelle est ta lecture? Parce qu'au moins, tu es dans toute base, tu rentres dans les quartiers les plus désœuvrés, mais tu peux traîner avec les gens de la haute, comme on dit. Mais est-ce que tu as perçu ça? Est-ce que tu le perçois? Est-ce que c'est une réalité, là, quand même, qu'on doit forger cette identité haïtienne et qu'on parle d'un Haïtien avec un grand H, les H? Bon, c'est-à-dire que le truc, c'est que je pense qu'il faut laisser tomber cette idée de compétition à qui est plus haïtien. Et premièrement, je pense que pour beaucoup, qu'ils soient plus foncés, plus pâles ou peu importe les provenances, qu'ils aient passé plus de temps, je ne pense pas qu'il y a plus proche de l'haïtien que moi, dans ma personne, dans ma conception. Et maintenant, je pense que ce serait trompeur de se baser sur la provenance sociale, c'est-à-dire que c'est sûr qu'on hérite de notre milieu, etc. Mais c'est pas sur la peau, c'est-à-dire qu'il y a des petits Haïtiens qui sont nés ici à Montréal, qui n'ont jamais été en Haïti, que je considère aussi haïtiens que je le suis, ou plus haïtiens que d'autres Haïtiens qui sont nés en Haïti. Maintenant, je pense que la nécessité est de faire une passation de cette culture, de ce savoir haïtien, de cette histoire à tous les Haïtiens qui veulent s'en imprégner et connaître plus pour s'élever comme bon Haïtien. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas tous poussés à être documentés ou à vivre en Haïti pendant de longues durées, mais je pense que c'est un travail de communication qui est nécessaire.
maintenant rentrer dans la compétition de qui est haïtien et les bourgeois qui sont là pour voler. C'est-à-dire que je pense qu'il est nécessaire de sortir de l'hypocrisie, que ce soit au niveau de cette aide internationale. C'est-à-dire qu'il y a de très beaux projets en Haïti, il y a des projets aussi qui sont un petit peu merdiques pour être très gentil. Et il faut se défaire de cette hypocrisie où c'est-à-dire que si on prend le cas des sanctions, on prend des sanctions contre des dignitaires haïtiens, mais on garde les biens qui sont saisis, c'est-à-dire que cette forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que si tu voles ce verre, tu pars avec, quelqu'un te voit avec le verre était à moi, rapporte-moi mon verre si on a trouvé le voleur. Maintenant, nourrir ce genre d'hypocrisie ou agir juste pour montrer au peuple haïtien que... Et les problèmes... Moi, j'ai une question pour toi, sans t'entrecouper. On sait que tu es quelqu'un qui prend de la place, qui aime communiquer sur les réseaux sociaux vers les années 2016, 2017, 2018. Bon, à un moment, je pense que tu avais un ras-le-bol par rapport à cet argent qu'on ne réussissait pas à expliquer là où il avait été. Il y avait eu tout ce mouvement des jeunes, là, un peu de ton âge, Petro-Caribé. Avec du recul aujourd'hui, on te sent moins d'attaque là-dessus. C'est-à-dire que le Petro-Caribé a su... Et quand même, tu as su montrer que tu portes un nom de famille qui est rattaché à cette dite bourgeoisie, oligarchie, et tu sortais complètement du lot, on te voyait complètement comme si dénoncer cette impunité-là qui fait plus de sens. Mais c'est-à-dire on aimerait t'entendre là-dessus. J'ai aucun problème personnel. Et sur Petro-Caribé également. J'ai aucun problème personnel avec aucun des politiciens. J'ai un problème avec le fait d'occuper une place qui devrait être décisive pour plus d'un et de faire chier le peuple. C'est-à-dire que c'est pas que le problème du Petro-Caribé. Il y a eu les coopératives sous la Valace qui sont partis avec l'argent de beaucoup de personnes. Il y a eu le Petro-Caribé, il y a eu l'argent de la reconstruction. C'est-à-dire que c'est ce systématisme à dissoudre ces budgets faramineux et d'avoir un impact minable. Alors, en fin de compte, il faut se dire que quelqu'un se met des sous dans les poches et il va falloir y faire face. C'est aussi assez simple si on ne se ment pas de savoir qui vole quoi. Avant de prendre une place élective ou peu importe le type de place en Haïti, tu fais une déclaration de ton patrimoine. Après 5-10 ans, quand tu as un patrimoine qui est faramineux, il faut l'expliquer dans les pays où est-ce que nous, le commun des mortels et les contribuables, nous payons ces hauts dignitaires-là. Donc, se récompenser justement avec ces grosses maisons, ces gros salaires, il faut tenir des comptes et c'est un peu ce que je demande, pas pour le Petro-Caribé, mais pour tout en général. C'est-à-dire, c'est finir avec l'impunité et c'est un peu ça ma démarche. C'est le problème, on vient au problème de la justice parce que il y a beaucoup de politiciens, puis comment imposer l'éthique aux politiciens, comment imposer, c'est comme une classe de politiciens qui a des manières de faire qui semble, en tout cas, dépasser pour une certaine partie de la population haïtienne, ce qui fait que les Haïtiens, ils votent plus. Le taux de participation il est familique. À de la dernière élection, c'était moins de 20 % je pense. Donc, les gens, ils croient plus dans les institutions. Donc, ils font leur vie de leur côté. Et puis, pendant ce temps-là, mais il y a un problème de politiciens entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils jouent sur différents tableaux, être à la fois politicien, mais à la fois entrepreneur, avec un business souvent qui fait affaire avec l'État. Donc, tout est un peu... Ici, il y aurait la commissaire à l'éthique là, qui vérifierait un peu. On voit ce qui s'est passé avec certains ministres actuels à la CAQ, qui a des problèmes, justement. Puis tout est hyper régulé, puis ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres manières de faire de la corruption ici, parce que je pense qu'il y a quand même aussi encore beaucoup de corruption ici, là, ces politiciens, entrepreneurs ou businessmen viennent qu'à gérer puis à avoir une force politique énorme puis à être derrière l'impunité du poste politique et puis encouragé par une impunité générale de la justice qui a de la misère à amener les cas. Si t'es pas pris en flagrant délit, les enquêtes, ils sont jamais très poussées, c'est toujours un danger. Donc, on l'a vu avec le président. Donc, il n'y a pas la capacité de mener enquête. Là. Exactement. La volonté non plus. La volonté, l'argent, tout, tu sais. Donc, si t'as pas d'argent en Haïti, il n'y a pas de justice pour toi, tu sais. Donc, c'est très difficile.
Ishmael, la jeunesse, tu as côtoyé ces jeunes sur une base quotidienne. Toi-même, tu fais partie un peu de cette mouvance jeune en Haïti. Comment peut-elle s'impliquer pour réellement participer à un vrai changement? Même, comment peut-elle s'impliquer pour prendre les rênes du pays? On t'écoute. Ah, pas plus! Ben, c'est-à-dire que je pense qu'un des grands handicaps, c'est pas avoir cette habitude de travailler, pas être indépendant. Quand on passe un moment à nourrir ce fait d'être dépendant de notre cousin étranger, c'est dur de se bâtir comme personne, de se projeter et de se responsabiliser. Donc, c'est aussi dur, sur les 365 jours de cette année, de ne pas avoir un moment de faiblesse. Puisque quand tu as 18 ans et que tu es jeune garçon, il faut des déodorants, mais il faut demander à un cousin, fais-moi un transfert. Il faut un shirt, il faut demander à une cousine de me faire un transfert. Parce que tu parles des transferts internationaux. International, cette Ouais. assistance continuelle que nous, la diaspora, nous avons et que nous contribuons à ce PIB en envoyant des Western Union et on se fait prendre des taxes, etc. Donc, c'est-à-dire et on ne peut pas non plus démissionner de cet échange-là, nous comme diaspora, et aussi le dépendant ne peut pas se dire on va couper la dépendance, c'est-à-dire que c'est assez complexe. Je pense aussi que le fait de ne pas travailler, c'est-à-dire que c'est un pays où est-ce que tout est à faire, mais il n'y a pas de travail. C'est pas assez logique. Tu avais fait une boulangerie, tu as plusieurs J'ai essayé beaucoup. On a fait festival, studio, boulangerie, enseignement. Donc on essaie beaucoup, c'est-à-dire que... Mais il faut se dire aussi que on ne peut pas demander aux 100% de ces jeunes-là d'avoir l'esprit entrepreneur et de se démerder. Il y a des gens qui ont besoin de postuler, d'apporter un CV. Donc, et aussi, il n'y a aucun gouvernement qui a un plan de création d'emplois. C'est des mots qu'on n'entend pas. Il n'y a pas de travail. Non, c'est vrai, puis les gens, ils veulent pas faire de CV parce qu'ils savent que ça aille dans leur tête, ça sert à rien parce que ça va être quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est ça, si t'as pas de parrain ou de marraine, tu peux pas te faire entrer quelque part, qui peut te faire entrer, ben, ça sert à rien, il n'y a pas cette idée de juste déposer son CV puis d'avoir un job. Donc, c'est de reconstruire, puis comme il y a beaucoup d'élite qui est partie et de gens qui sont plus là, ben, il y a aussi un savoir qui est parti aussi dernièrement qu'il faut reconstruire. Donc c'est vraiment de construire des bases, puis comment envisager, tu sais, tout est à faire, comment envisager ce pays-là dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Il n'y a pas de plan. Où sont les plans? Les ministères n'ont pas de plan. C'est difficile à suivre, tu sais. C'est ça, mais c'est d'où le découragement. Pour terminer, Ishmael, c'est-à-dire rapidement. si je peux rajouter à ce qu'Étienne disait aussi, c'est pas avoir de travail et pas avoir quelqu'un qui prend des décisions de créer du travail. Donc, pour répondre à ta question, comment faire, il faut partir pour un moment, puis se jurer qu'on reviendra ou qu'on participera au développement, qu'on dénoncera, qu'on forcera à rétablir des trucs. C'est que dans un pays où est-ce que tu ne veux pas voler, tu ne veux pas être prostitué, tu ne veux pas faire ce genre de choix immoral, même quand tu as une société, une communauté d'artistes aussi qui banalise la vie et qui banalise le chawapété, toutes ces belles choses que nous avons développées ces dernières années. Et il faut partir pour un moment et se jurer qu'on va rester aux côtés d'Haïti, à s'impliquer, à trouver des solutions qui soient viables pour déstabiliser ce mauvais système. La seule solution, c'est le travail. Ishmael le dit, il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'il y ait une économie, il faut qu'il y ait du travail. Si les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de dignité, c'est là que tout commence, c'est là que tout part. Donc, en ce moment, ce qu'il faut réfléchir, c'est comment faire du travail. Est-ce que ça veut dire un investissement étranger comme on parle depuis avec Martelly, tout ça, peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que ça veut dire que les Haïtiens, entre eux, peuvent créer du travail pour créer une économie? C'est une autre option qu'il faut envisager. Mais ça prend du travail. Les jeunes qui sont dans les groupes armés, en bas de Cité Soleil ou ailleurs, la majorité, tu leur donnes un
emploi stable, fiable, ils vont laisser leurs armes, ils s'en foutent. C'est pas vraiment une fierté plus que ça, surtout sur les petits soldats. C'est juste qu'il n'y a pas d'autres avenues pour faire de l'argent. Donc vraiment, l'idée, un travail, une dignité, ça va ensemble, c'est ça que ça prend pour Haïti. Mais comment le faire, comment le générer? Bon, c'est une bonne question. Ishmael Meuse, les 15 dernières secondes sont les tiennes. Tu restes avec nous pour les 10 prochaines minutes? Je reste avec Oui, vous. excellent. Alors, tu t'adresses à la caméra. Si tu as un mot d'encouragement pour toutes tes étudiantes, tous tes étudiants, la parole est à toi. Ceux qui sont à Jacmel, ceux qui sont à Montréal, ils t'écoutent. On t'a dit que tout le monde m'a ceinture, que tout le monde a meilleur de courage, parce que je ne pas quoi nous avons fait l'histoire d'Haïti pour nous tous vivre bien dans le pays blanc. Donc, je pense que le rêve pour nous mourir, c'est pour nous continuer la bataille, pour nous tourner, pour nous jeter ça là et vivre nous tourner dans le pays. Nous. Et pas juste pour l'opportunité d'être en Haïti, mais parce que c'est la caille. Ishmael, franchement, Chinash Kumitin, comme on dit bien en Inou. Messieurs, dames, oui, nous étions avec Ishmael Meuse. On revient dans quelques instants. Merci.